Ok. Donc, comment j'avance là? Juste un clic. D'accord. Donc, on a mis au point un premier protocole exploratoire qui est de faire systématiquement un coroscanner aux patients venant pour dysfonction érectile quand il y a une atteinte artérielle, que ce soit au mini-test ou au maxi-test, les modalités les modalités sont identiques dans le sens que les valeurs que l'on accorde sont un peu différentes, Hélène pourra les donner tout à l'heure, et surtout, sont des patients qui n'ont pas d'antécédent cardiaque. Tous ceux qui ont déjà un antécédent cardiaque, on ne va pas les rentrer dans l'étude. Donc, on a choisi comme type d'âge exactement la méthode, ce qui est fait pour le score et pour les mesures coronariennes, c'est-à-dire entre 45 et 65, si je me trompe pas. Donc, on a pour le moment, là je vous en ai mis 16, il y en a un 17e donc, qui vient d'arriver. L'âge moyen est de 56 ans, il y a 4 malades dont vous avez, qui ont moins de 50 ans, et il y a un seul coroscanner normal. Alors, on a stratifié les lésions. Quand il y a moins de 50% d'obstruction, donc ils sont considérés par les cardiologues à surveiller, il y en a 7. Entre 50 et 70%, il y en a maintenant 5. Et plus de 70%, il y en a 4 qui ont été envoyés, soit qui ont été coronarographiés et qui ont eu une attaque chirurgicale ou interventionnelle sur leur coronaire. Donc, on va continuer cette étude en la rendant beaucoup plus robuste, c'est-à-dire qu'on va faire 30 cas de patients de ce type, et on va les opposer, ou les comparer plutôt, à 30 cas de patients qu'on aura vus au centre, chez qui on n'aura pas diagnostiqué d'atteinte artérielle, pour voir si chez eux aussi, quelle est la différence de l'atteinte coronarienne éventuelle. S'ils peuvent aussi nous aider et faire participer à l'étude. Hélène, dis-le, voilà. Si vous avez des patients qui peuvent entrer dans l'étude, ça serait intéressant de pouvoir faire une étude un petit peu plus élargie. Oui. Donc le comparateur, ça va être des patients qui n'ont pas de lésion à l'écho-doppler et qui n'ont pas d'antécédent cardiaque, c'est ça? Oui. Et vous allez leur faire un coronaroscan. Oui. On est parfaitement en droit de faire ça. Il n'y a pas de problème éthique, puisque aujourd'hui la dysfonction érectile en soi est considérée comme un facteur de risque cardiaque. Donc nous, ce qu'on veut démontrer ou voir, en tout cas, comparer, c'est de savoir si on peut adopter comme dogme, j'aime pas le mot dogme, le fait de faire un coroscanner à tous les patients qui ont une atteinte artérielle. Mais si par hasard, on trouvait que c'est la même chose dans la série qui n'a pas d'atteinte artérielle, ça voudrait dire que tout malade avec dysfonction érectile doit avoir une exploration cardiaque et exploratoire, au moins coroscanner. Parce que, pourquoi je dis coroscanner? Parce que ça nous montre les lésions. Beaucoup de patients viennent nous voir, dysfonction érectile, alors vous avez des problèmes cardiaques? Ah non, j'ai fait une épreuve d'effort, j'ai rien. Voilà. Et puis deuxième point, on a énormément de diabétiques jeunes, et les diabétiques font des coronaropathies sans douleur et infracliniquées. Ce patient qui a été ponté, qui a 48 ans ou 49 ans, est diabétique. Donc ça fait deux approches différentes, deux approches concomitantes. Éric, tu veux faire un... Oui, c'est extrêmement prometteur. Alors c'est dans la ligne de ce que tu as publié, je ne sais plus en quelle année, c'est-à-dire qu'il existe une association entre dysfonction érectile et facteurs de risque cardiovasculaire. Donc c'était la toute première étape de ce lien entre l'atteinte
pénienne et l'atteinte artérielle systémique, donc coronarienne. C'était tout récent, c'était en 1986. C'est juste hier, c'est bien ce que je disais. Et donc, on parle, on vient de parler de l'atteinte coronaire. On pourrait dire la même chose, mais c'est plus complexe à évaluer pour l'atteinte neurovasculaire et le risque d'accident vasculaire cérébral. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces patients n'entreraient pas dans les grilles d'exploration coronaire, toute chose par ailleurs, puisque en dehors de leur atteinte pénienne, ils n'ont pas de symptômes cliniques, absolument. Ils n'ont pas, quand ils ont une épreuve d'effort, cette épreuve d'effort n'est pas toujours positive. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prometteur. En fait, c'est cette catégorie de patients qui entrerait autrement dans la pathologie cardiovasculaire avec un infarctus inaugural. Donc on a cette possibilité de détecter ces patients avant l'infarctus inaugural et en restant au niveau du symptôme. C'est ce que je trouve vraiment fantastique. Ça réhabilite complètement la médecine clinique, c'est-à-dire que un symptôme, la dysfonction érectile, et dans les papiers 3-4 ans après, l'événement coronaire ou l'événement neurovasculaire. Oui, mais nous avons avec nous Madame Bitton et son mari, médecin vasculaire et généraliste de talent. Et voilà, dis-moi. Alors, je fais de la dysfonction érectile, tout ça pour montrer en réalité que c'est un facteur de risque et c'est un élément de l'atteinte coronarienne. On a la même chose au niveau de l'artériopathie des membres inférieurs. C'est pas pour autant, lorsqu'on trouve une artériopathie des membres inférieurs, qu'on va faire, c'est ce corollaire que tu veux prouver. Doit-on faire devant la dysfonction érectile un coroscanner? C'est ton étude et tu vas voir ce que tu vas obtenir. Mais on ne le fait pas systématiquement près d'artériopathie des membres inférieurs. Ce que nous faisons, et c'est pour ça que les cardiologues, on leur demande, c'est de faire cette épreuve d'effort, de faire des tests de stimulation avant de passer au coroscanner. Que penseraient les cardiologues? Parce que nous avons marqueurs d'atteinte cardiaque que sont l'artériopathie, que sont l'atteinte carotidienne, et ce n'est pas pour autant que nous allons tout de suite au coroscanner. Nous avons des étapes. Et ça, c'est les cardiologues qui nous le diront. Parce que moi, quand je trouve une artériopathie des membres inférieurs, j'envoie au cardiologue. C'est son job. Et à ce moment-là, il fait effectivement une épreuve d'effort et il va faire une écho d'obus, une scintille, etc. avant, pour mettre des tests d'ischémie. Alors, c'est ce que nous faisions depuis plusieurs années. Voilà. Et qui revenaient toujours négatives. Non, pas les tests d'ischémie. Si, nous en avons beaucoup d'exemples dans nos patients, justement, où le cardiologue faisait soit une épreuve d'effort, soit une scintigraphie myocardique qui revenait négative. Donc, et c'est pour ça que nous sommes en train de changer complètement. Comment? Que le coroscanner sera plus fiable. Maintenant, on fait des scanners tout venant pour voir les calcifications et le score calcique, qui est déjà un score prédictif. Mais c'est bien notre souci à l'heure actuelle. Et la constatation que nous avons, c'est qu'il y a un parallélisme complet entre les artères pudendales et les artères coronaires, qui arrivent des années avant l'atteinte des membres inférieurs et l'atteinte des carotides. Nous avons deux questions et deux interventions, Christophe Bonin et puis après Carole. Christophe. Oui, je voudrais donc, ce sont des notions connues, ça. Hein. D'une part, il y a une corrélation entre les données du pharmacoécodoppler et l'atteinte coronaire. Il y a eu plusieurs études, dont celle de Kawanishi, qui avait bien montré ça. Deuxièmement, on sait très bien que plus la dysfonction érectile, il y a un lien entre le risque cardiovasculaire et le jeune âge du patient quand il présente une dysfonction érectile. Maintenant, moi, je suis relativement d'accord avec l'avis de Pascal Bourret, c'est-à-dire, je pense que ce serait intéressant quand même d'avoir l'avis des cardiologues parce que, alors, le coroscanner est de plus en plus fiable, mais il y a eu des faux négatifs. Et je pense que ce serait intéressant quand même, je pense que c'est intéressant comme étude, hein, ce que vous faites, mais je pense que ce serait intéressant d'avoir l'avis du cardiologue.
et peut-être s'entourer d'autres tests, pas uniquement du coroscanner. Voilà, c'est juste mon opinion. Certainement, mais les cardiologues commencent à s'intéresser à la question parce que tu as tout à fait raison. Il y a un corpus de littérature qui est tout à fait riche et très démonstratif dans ce domaine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'implémentation en pratique clinique de ces connaissances, et je pense que le fait de bien établir la corrélation entre atteinte artérielle pénienne et atteinte coronaire détectable. On peut discuter, et tu as tout à fait raison, les moyens, et c'est ce qu'on fera dans le protocole qu'on va continuer à réfléchir, mais c'est déjà une première étape extrêmement importante à notre sens. Moi, je suis impressionné d'une chose, c'est que on a tapé dans le mille, parce que si dans 25% des cas, il est probable qu'on va les retrouver régulièrement, sur un simple examen, on envoie le malade pour désobstruer une lésion vitale, je crois que ça donne de la robustesse à l'hypothèse qu'on formule. On va la vérifier, on va voir. Moi, je voudrais demander, on a Jonas Citruc qui est inscrit au DU cette année, qui est venu travailler avec nous la semaine dernière, et il est chez le professeur Messas. Et quel est puisque vous faites beaucoup de facteurs de risque vasculaire, c'est votre vocation, quelle est la politique, et alors, ce sont des médecins vasculaires, cardiologues. Quelle est votre attitude là-dessus? Ce qu'on fait en général quand on a une suspicion de coronaropathie, c'est comme justement on disait, c'était un test d'ischémie. Ça peut être ou éventuellement IRM ou scintigraphie myocardique. Et c'est ça qu'on met en premier. Coroscanner, on regarde vraiment dans quel cas est-ce qu'on va le faire. C'est en fait, on garde les patients qui vont être symptomatiques déjà. Est-ce qu'il va falloir les revasculariser ou pas? Et en fait, de plus en plus, on voit qu'il y avait l'étude ischémia qui montrait qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt de revasculariser les patients quand ils avaient une coronaropathie asymptomatique ou qu'il n'y avait pas de cas sur la FEVG, et dans ce cas-là, on fait juste un traitement médical simple. Oui, après... Et du coup, à partir de là, on part sur du coup, ne pas forcément aller dépister une coronaropathie si on n'a pas ces critères-là, puisque de toute façon, on dépistera quelque chose pour lequel on ne fera rien du tout, on ne sera pas interventionnel. Alors, très, très intéressant, et d'autant plus intéressant que c'est l'état actuel de la pratique. Je pense que on a quelque chose qui est extrêmement intéressant avec l'artère pudendale, c'est que c'est une artère très fine et très longue, et donc on peut considérer ou imaginer que les premières atteintes de dépôts pariétaux dans ces artères ont une traduction fonctionnelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un facteur de risque en réalité. C'est un marqueur d'athérosclérose, et c'est complètement différent, c'est-à-dire que c'est la démonstration pour un patient particulièrement exposé à des facteurs de susceptibilité à des lésions artérielles athérosclérotiques en réponse à ça. Et ça, de ce que je connais de l'athérosclérose, c'est quand même une pensée médicale qui est nouvelle. Et à nouveau, c'est vrai, Christophe, tu l'as bien souligné, il y a de la littérature, mais il n'y a pas de traduction clinique de tout ça. Et je pense qu'on est très heureux que vous nous rejoigniez à travers le DU et puis après pour d'autres choses, par l'ancrage que vous avez dans le milieu cardiovasculaire français, parce que il y a vraiment des actions pratiquement de santé publique à réfléchir à partir de ça. Carole Burt. Oui, alors moi, bien sûr, je suis complètement d'accord avec l'idée de ça.
Et je trouve que c'est très bien d'organiser un vrai protocole. Ma question, c'était de savoir, premièrement, est-ce que c'est un protocole qui est déposé avec un CPP, tout ça, un truc de recherche? Auquel cas, si c'est monocentrique, est-ce que ça peut être multicentrique? Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on procède là d'un point de vue pratique si nous on veut ben voilà, essayer de faire un petit peu la même chose de notre côté et enrichir la base de données, quoi. Alors, c'est effectivement une question importante. Je pense que là, on peut considérer que c'est une série exploratoire qui rentre dans le cadre de la pratique acceptable et acceptée de détection de lésions coronaires en se basant sur les données de la littérature actuelle. Bon, si on veut aller au-delà, on peut discuter de déposer un CPP ou pas. Alors, excuse-moi, mais alors du coup, pour les patients, on le présente comme étant un truc. Comment est-ce qu'on le présente? On leur dit qu'on va rentrer dans une recherche qui n'est pas vraiment une recherche. Enfin, ça met un petit peu. Ronald et Hélène témoigneront en ce qui concerne mes patients et les relations que j'ai avec mes patients sur ce thème. Je leur dis que selon les données de la littérature, ils sont à plus grand risque d'avoir une atteinte coronaire que les patients qui n'ont pas, toutes choses égales par ailleurs, mais sans atteinte pénienne. Et à ce moment-là, on leur propose une investigation coronaire non invasive de surcroît ou pratiquement, enfin le risque d'un coronoscanner est vraiment minime. Le risque est nul d'un coroscanner. Et d'un point de vue de l'harmonisation des données, vous avez fait une fiche type, quelque chose qu'on ait à remplir J'ai pas compris. pour harmoniser un petit peu les données, parce qu'après, il y a quand même un travail statistique, etc. Est-ce que vous avez fait une fiche type, des questions types à remplir, un protocole, quoi? Pour la question statistique et dans l'écriture du protocole que nous allons faire très rapidement, après à nouveau ces données exploratoires, nous travaillons avec une statisticienne notamment pour l'appariement des groupes des questions d'âge et artériels tout ce que l'on fait maintenant en exploration clinique est fait avec la statisticienne d'ailleurs qui donne des cours très brillants à notre DU et qui est tout à fait remarquable. Moi, je voudrais vous rassurer un tout petit peu. Si on avait attendu d'être en phase avec le réglementaire, la dysfonction érectile en serait encore là où elle était en 1980. Voilà. Mais absolument d'accord avec toi, c'est juste qu'à partir du moment où on fait ça, qu'on fasse tous la même chose pour que ce soit vraiment exploitable, c'est tout. Si vous êtes intéressé, et comme le suggérait Hélène, dès qu'on va avoir écrit le protocole, parce que j'attendais d'avoir 20 cas, bon, on en a 17 et la messe est dite, un seul coroscanner normal, statistiquement, on est en droit de passer à une expérimentation, enfin pas une expérimentation, un protocole comment dirais-je, de comparaison. Et l'argument principal que je développerai en écrivant le protocole avec Eric et Hélène et qu'on vous soumettra, c'est que aujourd'hui, la littérature nous dit la dysfonction érectile est un facteur de risque, un marqueur de maladie cardiovasculaire. À partir de là, ce qu'on veut savoir avec une étude comme ça, c'est à qui il faut faire rapidement, dès qu'on a un diagnostic de dysfonction érectile, il n'est pas question de faire un examen cardiologique à tout le monde. Donc, est-ce que le Doppler artériel, l'écho-Doppler avec stimulation pharmacologique permet de faire la différence entre ces deux populations? Si oui, on peut le faire passer en recommandation absolument formelle. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nos collègues urologues, parce qu'à partir de là, ils vont comprendre qu'il faut explorer les malades sur le plan vasculaire, ce qui n'est toujours que malheureusement rarement fait. Alors ça progresse tout de même, Ronald. Moi j'observe que de plus en plus d'urologues, aussi bien dans la presse un peu
un peu généraliste que dans des conversations, se préoccupe de plus en plus des facteurs de risque cardiovasculaires, ne serait-ce que ça. Il faut leur donner il y a un dernier point qui est extrêmement important, qui est ce que ça représente pour la médecine vasculaire. C'est-à-dire que ça met la médecine vasculaire au centre de l'exploration coronaire précoce chez l'homme. Et si on pense que quand même une grande partie du différentiel d'espérance de vie entre hommes et femmes, et nous souhaitons longue vie aux épouses que nous aimons, mais on peut essayer de les rattraper dans cette excellence, nous les hommes. Ça va, c'est politiquement correct. On les rattrape grâce aux injections intracaverneuses. Il y a incontestablement une marge de progression d'espérance de vie à explorer, à gagner peut-être à travers cette stratégie. Je me permets de rebondir encore. Je pense que votre étude, elle aurait plus de poids si vous aviez pour chaque patient un bilan cardiologique comme on le fait actuellement, c'est-à-dire comme l'a présenté notre collègue qui travaille à l'HEGP, c'est-à-dire un protocole classique de recherche de coronaropathie, et puis éventuellement on peut associer un scanner systématique. Mais le problème, c'est que les cardiologues ne sont pas encore à faire des coroscanners systématiques aux patients. Et donc, je pense qu'il y a un raccourci qui mérite quand même qu'on pose la question. Je vois bien l'intérêt, je vois bien les résultats de l'étude préalable, mais quand même dans le formalisme, je pense que c'est intéressant quand même de poser la question aux cardiologues, de savoir ce qu'ils en pensent et de savoir et peut-être d'avoir pour tous les patients un protocole classique de recherche de coronaropathie. Voilà, parce qu'en plus, il y a la question effectivement de la revascularisation. C'est pas parce qu'on trouve des lésions coronaires qu'on va revasculariser. Alors, même si vous avez présenté des cas qui sont effectivement qui sont évidents et qui sont qui sont impressionnants. Ce que je pense, c'est qu'il y a quand même un intérêt de faire un coroscanner parce que si on veut essayer de faire un lien entre dysfonction érectile artérielle avec l'athérosclérose, dans ce cas, le coroscanner, il aura un intérêt de faire un marqueur d'athérosclérose du coup chez le patient. Et l'étape d'après, ce serait de faire dans ce cas-là une épreuve d'ischémie, donc sur une deuxième étude. Mais je pense qu'en première étude, ça vaut le coup de faire un coroscanner parce qu'on a des lésions vraiment qui sont initiales. Et en plus, je trouve que ça vaut le coup aussi de faire dans ce cas-là une écho des TSA, écho des IPS. Ça donnera encore plus de force justement à l'étude en disant on a réussi à dépister d'autres atteintes artérielles. Le lien, il a déjà été fait, il est connu, il est validé. Les patients qui ont une insuffisance artérielle érectile au pharmacodoppler, ils ont des lésions coronaires beaucoup plus fréquemment que les patients qui n'ont pas d'insuffisance artérielle érectile au pharmacodoppler. Il y a plusieurs études qui ont déjà montré ça. On le sait. Je suis d'accord avec vous que le test d'ischémie, il a plus d'intérêt. Par contre, d'accord aussi pour faire à la fois un bilan plus extensif, donc écho des TSA et écho artériel et Mandela-Fire. Personnellement, c'est ce que je fais dans ma pratique, mais moi, j'adresse les patients au cardiologue. Je fais éventuellement maintenant un score calcique coronaire et je ne vais pas jusqu'au coroscanner et j'adresse les patients au cardiologue pour avoir ce chemin classique de recherche de la coronaropathie. Maintenant, je conçois très bien qu'on puisse intégrer un coroscanner d'emblée dans l'ensemble du bilan. C'est juste une question de... pour moi, c'est juste une question de demandons l'avis quand même au cardiologue. Je sais pas. Oui, je veux dire une chose, en tout cas, c'est un intérêt certain, parce que même si le cardiologue dit on ne fait pas de coro aux gens qui sont asymptomatiques, s'il y en a un qui est très asymptomatique, c'est bien le diabétique, et si c'est lui qu'il faut lui faire. Et ça, on rate le coche souvent, comme on a raté le coche avec les femmes. Les femmes sont asymptomatiques au niveau coronarien ou une symptomatologie qui n'est pas coronarienne. Et on a comme ça. Donc, oui, mais elles n'ont pas de dysfonction érectile.
Donc tu as raison. Mais quand même, nous sommes dans des populations qui sont très à risque. Et là, je ne sais pas quel est votre nombre de diabétiques, mais des dysfonctions chez les diabétiques, il y en a beaucoup, et des asymptomatiques, il y en a énormément chez les diabétiques. Je voulais pas... D'un point de vue coronarien, bien sûr. On va... Pour le coroscanner, une dernière chose quand même. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'insuffisance rénale. Donc voilà. Bien sûr. Non, on est tous d'accord. Alors Christophe, moi j'entends bien ton argumentaire. Le problème, c'est que moi je suis impressionné par justement ces résultats qu'on a eus, et je suis impressionné par le malade qui est mort. Alors qu'il n'avait aucun antécédent, j'ai vu sa femme longuement pendant 1 heure. Et ça encourage. Un bilan cardiologique classique à Paris, même avec nos correspondants très bien avec qui on est en lien très proche, ça prend du temps. Alors, les patients qui bandent pas, ils n'ont pas le temps. Voilà. Et donc, pourquoi l'idée de ce coroscanner? Parce que c'est facile à faire. Puis j'ai beaucoup travaillé avec Jean-François Paul, qui est le père et le meilleur coroscanner, le type qui a développé le coroscanner. Et alors, je vais vous finir cette séquence par mon histoire personnelle. À titre... on travaillait sur le cavernoscanner avec Jean-François Paul, avec qui je l'ai mis au point, et il me dit, dis donc, tu veux pas tester le coroscanner, faire un coroscanner, parce que j'essaye de trouver une nouvelle méthode en faisant une épreuve d'effort en même temps. Alors, il y avait installé une table avec un vélo, enfin bon, je l'ai fait. Il s'est trouvé que j'avais des coronaires en très mauvais état. Ça date d'il y a 20 ans, elles sont toujours en aussi mauvais état d'ailleurs, je pense. J'ai pas fait d'examen depuis 5 ans. Mais pour vous dire la fiabilité relative des bilans d'épreuves. Donc suite à ça, j'ai fait une scintigraphie myocardique dans les bonnes maisons. On m'a dit non, t'inquiète pas, t'as rien, c'est bien. Et puis 10 ans après, j'ai fait un infarctus. Voilà. Donc tout ça est très relatif. Moi, je pense que il faut être classique, mais moi j'ai toujours été pour renverser le classicisme, mais à l'aide d'arguments scientifiques. C'est pour ça qu'on vous présente ça. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé là, ce petit topo, parce que il était important. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Le message généraliste. Non, c'est bon, c'est bon. Non. Alors on va